son. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, les podcasts du Cannes FC en direct en ce moment sur Twitter et normalement sur YouTube aussi. On essaie YouTube, mais suivez-nous sur Twitter @CannesFootClub pour ce spécial, ce routinier CCPP, moi-même Sofiane et avec moi Nilton. Salut Nilton. Salut Sofiane, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue en ce 1er juillet 2018. Bonne fête du Canada. Happy Canada Day, tout le monde. Et une chose qui ne manque pas, Nilton, c'est de ne un show de foot qui s'appelle Couscous Piri Piri qui parle de soccer au Canada avec deux ethnies qui n'ont plus besoin de déménager le 1er juillet. Hein? C'est parfait. C'est très canadien. En tout cas, au Canada. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous suivez sur Twitter @CannesFootClub. Sinon, sur toutes les plateformes de balado-diffusion, trouvez-nous avec Cannes Football Club Plus. Évidemment, vous allez nous trouver aussi sur la nouvelle application iHeartRadio. Vous pouvez aussi inscrire à vos podcasts sur cette plateforme. Mais sinon, la façon la plus facile, aussi, soundcloud.com/Cannes Football Club. On remercie encore à tous nos patrons qui nous supportent financièrement sur notre campagne patreon.com/Cannes Football Club. Merci encore à tout le monde. Et aussi un grand merci à nos sponsors, La Force du Malte, qui a reçu beaucoup d'attention. Quelques jours, les gens cherchaient où acheter leur bière. Puis je vois même que Doc Mayou a même bu une à notre santé et nous supporter. Il supporte le Cannes FC et le CCPP en supportant La Force du Malte. Donc merci encore à La Force du Malte. C'est apprécié. Puis on est en contact. On devrait recevoir des bières pour essayer et pour s'amuser avec et pour faire des CCPP sous. Donc, c'est comme ça. Encore plus incohérent que d'habitude. Exactement. Donc, merci encore d'être là. Et puis, voilà, bienvenue à votre après-match Impact de Montréal. L'Impact a gagné 3 victoires de suite. L'Impact bat le grand club de l'Ouest, Sporting Kansas City. Un vrai 2-0. challenge. Un vrai, 2-0. Au stade Saputo. Donc, on vous rappelle rapidement un but de Piatti à la 54e, une fusée incroyable de l'Argentin qui coûte trop cher, supposément, et Alejandro Silva sur penalty après une faute flagrante sur Danielovic. Piatti, avec grâce et honneur, donne le penalty à Silva qui marque un beau penalty sur un des meilleurs gardiens de la Ligue, Monsieur Melia, Team Melia. Donc, l'Impact a gagné, tout le monde est content. Là, on commence à y croire. La saison est en train de renaître. Exactement. Et avant de rentrer dans le détail du match, rapidement, l'Impact est 7e avec 21 points à 2 points du Fire du Chicago qui détient la 6e place et à 6 points de New England qui détient la 5e place. Donc, l'Impact se rapproche de la fameuse ligne rouge. L'Impact a un différentiel de -4. Donc, c'est beaucoup mieux parce que l'Impact marque des buts. Je pense que les 3 blanchissages back-to-back les aide beaucoup. Donc, l'Impact sur une belle lancée. Avant de commencer à répondre à vos questions, puis à parler en détail du match, je vais parler en général des éléments partants pour nous remettre un peu dans le bain. Du côté de KC, c'est un 4-3-3. Melia, Lindsey Bessler, Opara et Graham The Man Zussi. Dans le 3 du milieu de terrain, croisé Sanchez et Espinoza. Et devant, Gerso Fernandez, Saloy et Russell, l'Écossais. Du côté de l'Impact, le 4-3-3 classique, Duval, Fanny, Camacho, Lovitz, Kroleki, Piet et Tyler. Et en attaque, Silva, Mancuso, Piatti. Mancuso qui est clairement le titulaire indiscutable en attaque pour l'Impact de Montréal. On a déjà oublié monsieur Jackson Hamel. On va en parler de ça par rapport à ça. On va commencer d'abord par les évaluations. Nilton, comme d'habitude, le Saputo d'Or, le Tropoutine et le Gérard d'Infoin. Si vous êtes nouveau, Saputo d'Or, c'est le joueur qui a la meilleure performance du match du côté de l'Impact. Tropoutine, la performance la moins bonne, la pire. Et Gérard d'Infoin, c'est un moment WTF, loufoque, marrant, quelque chose qui vous a marqué durant ce match-là, que ce soit dans le stade,
devant votre télé, chez vous. Quelque chose relié au match, c'est à vous de choisir. Si on est là pour s'amuser. Donc c'est ça qui ça. Nilton, tu es le plus ancien en termes d'expérience. Tu es portugais, Ouais, donc tu connais le foot mieux que tout le monde. ben bien, évidemment. Le Saputo d'or est pour toi. Mais moi, je l'ai déjà annoncé sur Twitter, mon Saputo d'or, celui que j'ai le goût de donner. Des fois aussi, c'est une petite préférence. C'est pas nécessairement ton meilleur joueur, c'est celui qui a le plus d'influence dans le match, là, mais il mérite cette fois-ci. Pour moi, c'est Ken Kroleki qui, en 20 minutes, a hérité d'un rôle très, très, très difficile, c'est-à-dire celui de Samuel Piette. Samuel Piette, c'est une assise. C'est celui par où le jeu se solidifie tant défensivement que le début offensivement. Puis Ken Kroleki a été envoyé là, à sa place, dans un rôle très, 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 très difficile, dans une condition aussi difficile. C'était contre une équipe, la meilleure équipe de l'Ouest. Puis il a très, très bien paru. Il a été efficace au niveau des passes. Il n'a pas trop fait de déchets au niveau de la distribution du ballon. Puis défensivement, il a quand même fait. C'est pas nécessairement. Il n'a pas le même profil que Samuel, on s'entend. Là. Il n'a pas la même efficacité pour récupérer des ballons. Mais malgré tout, dans cette situation-là, il a réussi à aller chercher des ballons. Il a été très vif aussi pour intercepter. Puis, ce que j'ai aimé de lui, c'est qu'il a été capable de tenir le ballon et d'aller chercher des fautes. On le voit, on l'a vu un peu plus libéré. C'est la confiance aussi. Quand on joue dans une dynamique gagnante, il n'y a pas seulement lui, là, mais lui, entre autres, on le voit un peu plus calme avec le ballon. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, mais dans ce match-là, Ken Kroleki a contribué à la victoire de l'Impact de Montréal. Puis ça, c'est pas nécessairement une phrase qu'on pensait dire très, très souvent cette saison. Non, c'est vrai. Et puis, honnêtement, il a tellement été un bouc émissaire non mérité plusieurs Exagéré. fois, ou exagéré. Voilà. Il méritait sur certains cas, mais à l'intérieur de la saison, au cours de la saison en entier, je pense que c'est un petit peu abusé par rapport au fait que c'est un rookie qui avait tout à perdre. En fait, il avait tout à gagner par rapport à son manque d'expérience et les rôles qu'on lui donne. Donc, je ne vois pas nécessairement pourquoi on est obligé de le rentrer dedans aussi fort que ça. Je sais que les gens voulaient clairement, remplacer dans leur cœur Callum Malas. Je pense que c'était le trop Poutine par défaut, mais on n'a jamais été aussi méchant. C'est qu'avec Kroleki qu'on a été avec Malas, ça c'est vrai. C'est ça, c'était une autre époque. Puis là, je pense que la saison assez catastrophique de l'Impact, qui va beaucoup mieux maintenant, a peut-être atténué la haine des gens et qui est compréhensible sur certains cas. C'est pas la fin du monde, là. Mais en termes de remplacer Piette, je pense que c'était la 40e minute que Place s'est blessé juste avant la première mi-temps. Donc, c'est important qu'il fasse son rôle. Moi aussi, je donne à lui du côté du Saputo d'or. Camacho aussi. Que Camacho, il est en meilleure forme. Il confirme que c'est pas une fraude, Dieu merci, parce qu'au début, on avait des doutes. Mais c'était clairement. C'est 4 années de contrat aussi. Là. Exactement. Mais on voit que la forme est là. C'est une question d'intégration, comme on l'avait soupçonné, pardon. Et puis, c'est une bonne chose qu'il puisse faire ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'avais dit que c'était une super shérif, Camacho, mais j'espère avoir dit que j'avais des doutes par rapport à lui, que j'attends de voir plus. Oui, mais je m'en rappelle avoir dit de le laisser jusqu'à la fin de la saison, voir ce qu'il vaut, que la saison soit finie ou pas. Oui. Mais on s'entend que son début de carrière MLS, c'était une catastrophe sur le terrain. Peu importe les raisons, il était nul sur le terrain. Oui. On peut l'expliquer, mais on ne peut pas cacher que les 3-4 premiers matchs, il a contribué aux défaites. Oui, c'est vrai. Et il a été proactif dans son jeu, alors qu'au début, il avait l'air de subir, alors que là, il aide à faire subir les adversaires. Ça vient aussi avec la performance collective de l'Impact qui est de plus en plus cohérente. On savait, on l'avait dit, il faut les écouter depuis le mois de février, garde avec les joueurs qu'il avait sous la main. Et voyons, on connaissait son style un peu. Il voulait d'abord gagner les matchs 1-0, 2-1. Il n'était pas là pour faire des 4-3 ou faire des 5-0 à l'Atlanta. Ce n'était pas nécessairement son style, puis il n'avait pas les joueurs pour ça. Donc, tous les recrutements défensifs étaient assez évidents. Et même les rumeurs qui envoyaient un certain Thomas m'ont conduit à l'Impact. Donc, l'Impact cherchait encore plus de milieux défensifs, centraux, récupérateurs, relayeurs, dépendant où est-ce qu'ils auraient mis mon conduit, c'était bel et bienvenu. Il y avait aussi l'autre là, qui était parti en Pologne. En tout cas, j'oublie son nom, un blond français qui était
qui était en Pologne, qui partait au Mexique après, ou non, je ne me rappelle plus. En tout cas, il était avec Lega Warszawa, Moulin, je pense. Moulin. Oui. C'est ça. Donc, Thibaut, ces rumeurs Moulin. Voilà, Thibaut Moulin. Donc, il y avait ces rumeurs-là qui ressortaient. Donc, il y avait une envie de vraiment avoir un milieu de terrain étoffé et bon. Et c'était logique. Exactement. Et Thader faisait partie de cette logique. Puis on se dit, est-ce que Piet viendra encore dans les plans? Il y avait ces doutes par rapport à ça. Mais au niveau du profil, Piet, c'est clairement le bulldog là, qui fait le travail. C'est un bulldog raffiné quand même. C'est pas juste un Gattuso sans technique. Là. C'est plus, et Gattuso, c'est un joueur assez technique. Là. On l'oublie souvent, mais Piat fait le travail. Du côté d'autres mentions, Piat aussi, hein, c'est une mention de Saputador aussi. S'il marque pas le but, je pense que le match se gagne pas. Il y a un but de nulle part. Du côté de Tropoutine, moi, j'en ai pas trouvé tant que ça. On se répète, là, c'est redondant. Ouais. À part l'évident Mancosu, là, qui... Exact. À part Matteo, il y a personne qui a vraiment été un problème dans cette équipe. Oui, Taider a été moins efficace que normalement. Duval a fait du Duval, mais Duval, ça reste... Finalement, Duval, il nous donne raison aussi en début de saison quand on disait qu'il n'y avait pas une si grosse différence entre Petrasso et Duval. Oui, leurs profils sont totalement différents, mais sur le terrain, t'es peut-être mieux des fois avec les défauts de Duval que les défauts de Petrasso. Oui, et puis Petrasso, c'est pas un latéral droit pour le moment. Là. Je me répète, mais avec son âge et son expérience, il n'a jamais joué latéral droit de façon sérieuse. Je pense, à mon humble avis, pas pour le descendre, mais c'est mon humble opinion. Mais c'est un bon pari, ça reste encore un bon pari. C'est pas. Il est canadien, c'est bonus. Oui, il faut de ces joueurs-là dans l'effectif. C'est un bon pari. Il va avoir des hauts et des bas, comme Raheem Edwards. C'est pas un gars qui coûte 200 000, donc c'est pas un problème. Mancuso, c'est un problème. C'est un problème depuis 2017. Il y a plusieurs problèmes. C'est un avant-centre qui ne marque pas de but. C'est un international qui est par défaut titulaire. Puis c'est 700 000 gaspillés à la mauvaise place. Donc, et à cause de ça, on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés lors du mercato d'été pour trouver un club. Là. Il va falloir probablement faire ce qu'on a fait avec Donadel, là, le libérer, assumer l'argent, puis espérer qu'il reste encore assez de place dans la masse salariale pour trouver les éléments manquants. Mais Matteo, c'est un problème. Là. Matteo, il pourrait être utile si le salaire n'était pas un enjeu en restant sur le banc et donner 20-15 minutes. C'est à peu près tout ce qu'il peut donner. Il court, il peut courir, il peut être chanceux, il peut presser un peu, mais hier, avec la température qu'on avait à 30 minutes, il était fini brûlé, prêt pour la retraite. C'était triste. C'était la plus longue analyse de Tropoutine qu'on a fait de notre vie parce que ça implique souvent les joueurs. Trouver des nouvelles phrases à Matteo, c'est pas facile. C'est pas facile. On est vraiment fort avec ça. Il faudrait qu'on descende un prix ou quelque chose. Du côté de Gérard Danfoin, moi, j'en ai pas trop. J'ai vu ça à la télé, donc je sais pas trop ce qui arrive au stade. Mais auparavant, quand il a fauché Lovitz, puis il a voulu démontrer à l'arbitre comment Lovitz s'était laissé tomber en se laissant lui-même tomber vers l'arbitre. C'était un drôle de moment. Le acting n'était pas très fort, mais voilà. On est là. il voulait ce trophée du Gérard Danfoin, c'est sûr. Là. Il va pas gagner de Tony Awards ou d'Oscar. Du côté du public, merci encore de participer en ligne avec les hashtags. Et évidemment, n'oubliez pas de remplir le formulaire évaluation avec les hashtags et aussi les notes des joueurs, le note de l'arbitrage, du match en général et du coach, Rémi Garde. Donc, @CanFootClub, sinon @Solambe, SOLAMBEY pour le tweet de Ciné qui accumule vos notes dans un formulaire pour qu'on puisse ensuite les diffuser et montrer un peu... pour pouvoir utiliser des phrases comme si la tendance se maintient. Mancuso sera Tropoutine de l'année en termes d'accumulation. Du côté du public, Stéphanie Stavrad, @Stavrad11, Saputador Silva qui est sur une pente ascendante. C'est vrai, Stéphanie. Silva est un ailier droit, il joue comme il est droit, puis ça se voit que c'est son rôle. Parfait, surtout que l'équipe joue mieux. Du côté Tropoutine, Duva m'a semblé souvent un beau de course et je suis tanné de donner à Mancuso. Nous aussi, santé. Pour les gens qui nous écoutent sur le podcast, j'ai pris une gorgée d'eau, donc désolé pour la petite pause. J'ai l'air d'un foin, l'autre qui se pitch à terre après avoir fait une jambette à Lovitz. À te rejoindre, monsieur Nilton, monsieur Opara. On a vu le même match.
Karine G, @Kago84, Saputo d'Or et MFC. Trop Poutine, tous ceux qui auraient dû tirer au but sur la séquence qui mène au but de Piatti, Gérard Danfouin. Mais c'est parfait parce qu'à la fin, c'est le meilleur qui tire. Je pense que c'était fait exprès. C'est une séquence pratiquée, là. C'est sûr. Là. Exactement. Gérard Danfouin, le gars qui accroche le vide et qui tombe de façon louche. Donc, Opara, il commence à gagner des Gérard Danfouin. Il va être champion. Sébastien Roy, @SebRoyMTL. Et Rémi Garde, Saputo Rémi Garde, la façon de jouer en bloc et les dernières passes pour couler le temps et gérer. L'empreinte du tacticien commence à transparaître. Trop Poutine, Uncle, gratuitement, c'est un baigne. Gérard Danfouin, Duval, première touche de balle. Et un petit dernier, Julien Tessier, un grand fan, Jules Tessier 1, Saputo d'Or à Chaume, étant donné les conditions. Trop Poutine à Duval, mais probablement par défaut parce que tout le monde était correct. Et Gérard Danfouin, la course de Silva, digne d'une enjambée de la mélodie du bonheur sur son penalty. Ça, c'est vrai, c'était une belle petite feinte. Au moins, il n'a pas fait une zaza, donc Dieu merci. Oui, Chaume, il était rentré quand Chaume Non, Chaume était... Non, Chaume est rentré à la place de Piat, excuse-moi, oui. J'ai trouvé ça long. S'il y a un petit bémol là, sur la façon de gérer, ça faisait au moins 5 minutes qu'on voyait Piet en difficulté sur le terrain. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre de voir personne qui s'échauffait. Là. Tu sais, c'est des détails, là, mais je veux dire, c'était évident. Là, il est tombé, il se tenait la hanche, il était penché sur le terrain. Tu sais. En étant au stade, là, c'était clair que Piet était en difficulté. Ouais. Là, une précaution, ça n'aurait pas fait de tort. Mais bon, on cherche des bébites, là, mais Chaumy, moi, je l'ai trouvé intéressant. Moi, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien. Lui, c'est un profil différent de Kroleke. Lui, il est beaucoup plus dynamique vers l'attaque. Il est beaucoup plus fluide, ouais. Oui, on le voit, là. Il beaucoup plus léger. Il est souvent présent dans la boîte. Là, il faut voir l'efficacité, il faut voir le long terme. Là, dans un match, souvent, c'est plus facile pour un joueur de rentrer comme ça en plein milieu d'un match où il n'a pas réfléchi pendant toute la semaine sur le travail à venir. Il est là, c'est un réflexe. Là. Il joue de façon instinctive et c'est parfait pour lui. Le premier match comme ça de la saison est cassé, puis ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'erreur flagrante. Il n'a pas fait de wow non plus. Il y a eu une occasion de but un peu ratée. Là. Ça aurait fait du bien à sa confiance, c'est sûr. C'est vrai. Mais ça démontre que c'est un joueur qu'on peut compter sur lui dans l'avenir, dans un rôle bien précis. On s'entend, là, ce n'est que 60 minutes, mais il faut qu'il y ait des joueurs comme ça sur le banc qui ne coûtent pas cher et qui sont capables de nous donner comme ça des 30 minutes, match après match, si c'est nécessaire. Il y a une fois de temps en temps aussi, être titulaire dans des situations précises aussi. Et ça fait un petit bout qui est là. C'est pas un genou. C'est sa troisième saison? Au moins deuxième. Ouais, je me souviens plus si avant. Je pense qu'il était drafté en 2017, je pense. Je pense que c'était l'année de Nick Dupuis. C'était le premier, en plus, c'était le premier Canadien génération Adidas, là, je pense. Un des premiers de sa génération. Ça va être intéressant à voir. Là, surtout si Piet n'est pas capable, où on le ménage pour un match, pour être sûr qu'il. En plus, on joue contre la pire équipe la semaine prochaine. Peut-être que c'est un bon moment de reposer Piet avec une séquence de match. Là. Et surtout, c'est quoi l'urgence de refaire jouer Piet? Et je me poserais la même question si c'était Piatti, si c'était Taider, Camacho, Fanny. Regardez, un match, là, oui, si vous ne gagnez pas contre Colorado, 0 points, ça va peut-être tuer vos chances de faire les séries, c'est vrai. Ils font ce calcul. Pour répondre à ta question, c'est ça. L'enjeu, l'urgence, c'est les playoffs, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point et à quel prix? À quoi ça sert? Maintenant, s'il y a 3 nouveaux joueurs qui arrivent durant le mercato et que c'est inclus un milieu de terrain et un attaquant, ils ne vont pas gêner à dire on va faire tourner puis on va aller all-in. Mais c'est clair qu'en donne avec les blessures et les absences et les suspensions, les jeunes, entre guillemets, les inexpérimentés, ils vont clairement avoir leur chance. Surtout que Rémi Garde n'aura pas le choix. Et aussi, un bon point par rapport à Chaumy et son profil, c'est qu'il a une certaine ébauche d'énergie. Et puis, ce que Garde cherche, il cherche des joueurs qui donnent l'énergie. Je parle en termes de pressing, de jeu, de physicalité, si on veut, jeu physique, entre guillemets. Et il veut voir du travail. C'est ça. Puis la plupart des joueurs qui réussissent avec lui ou qui sont là, c'est parce qu'ils travaillent
assez à son goût ou de la bonne façon. Tu peux travailler beaucoup, mais aussi mal travailler. C'est pourquoi, bon, l'exception, c'est Mancuso, là. Mais je pense que Mancuso est là parce qu'il travaille et que Jackson Hamel, peut-être, ne sont pas fités dans le système ou dans la vision de Rémi Garde. On en parlera après. Je pense qu'on a des questions sur Action Jackson. Mais c'est ça, c'est une question, c'est ça. Le mystère Vargas, c'est un mystère aussi, là. J'ai pas l'impression qu'il fit dans le profil de Rémi Garde, mais c'est son chouchou pas bon, donc tant mieux pour lui, quoi. Ouais. Le Vargas, il est vraiment atteint par. Il y a comme une épidémie qui existe à l'Impact de Montréal. Peu importe c'est qui, les joueurs qui se blessent, c'est toujours un peu plus long que prévu. C'est toujours un peu bizarre, les blessures. Bon, lui, c'en est un. Là. Il est blessé pour pas très longtemps. Finalement, c'est un 4-6 semaines. Là, il était correct pour le prochain match. Là, il est plus sur. Je sais pas. Hein. Vargas pourrait écoper à court terme du manque d'internationaux, là, de places internationales. Il pourrait facilement être prêté pour jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai. Si Rémi Garde ne lui trouve pas un rôle précis dans cette équipe-là, puis il commence à manquer de place, ça peut être un de ceux qui va écoper. Là. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il a rien prouvé. C'est ça le problème. Vargas n'a rien prouvé tant que ça pour me faire dire OK, c'est un joueur qui joue, à part de marquer 4 buts. Il y a 4 buts. Ah, OK, c'est vrai. Justement, j'allais venir à ça. Je te vois y venir, espèce de. Il y a 4 buts. Il y a 4 buts. Tu te crois buts. intelligent, toi. Et puis non, c'est vrai par rapport à ça. Et puis, mais dans le jeu, il n'a rien prouvé. Puis, hier au match, là, il était à la table pour les signatures. Et tu voulais le troller? J'ai failli craquer. Ça aurait été malade. Tu voulais prendre ton téléphone? Follow me. Suis-moi. Please follow me again. Ça aurait été malade. Mais il faisait chaud, hein, faire le line-up 1 heure pour Jason Vargas. Je veux devenir influenceur. Aide-moi. Donc, du côté des évaluations, je voulais remercier tout le monde qui a participé. Éric Bergeron, JF Rousseau, Dr. Gab, Julien Tessier, évidemment, qu'on vient de lire, Jonathan Richard, Ludovic Godefroy, Sébastien Roy, Stéphane Demers, bien sûr, Néosque, Borat Simono, Raphaël Hadi, Tige Tournesol, Simon Péloquin, Eve Julia, Guy Lafrenière, Dominique Riccio. Il y en a du monde. Merci beaucoup. On ne peut pas tous vous lire en direct, mais on vous lit tous sur Twitter, je vous garantis. Aussi, Stéphanie, Steph Tremblay aussi. Amine Sabri, Mathieu Hager, ça ne s'arrête pas. On a des vingtaines d'évaluations. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation sur le sondage pour qu'on puisse compiler tous vos notes. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions du public, Nilton. Des questions tranchantes qui tuent. J'ai pas de jingle pour ça, il faut juste le dire. Non. On n'a pas de budget. Une des questions avec plein de variantes là, qui est revenue le plus souvent, Alexandre Dubuc nous demande qu'est-ce qui a contribué à atteindre cette plus longue séquence de la saison pour l'Impact de Montréal, cette plus longue séquence sans accorder de but, là, on s'entend. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que mentalement, ils sont en mode on n'a pas le choix, puis c'est now or never. Il a eu les fameuses engueulades. La période de 2 semaines où ça a gueulé, Saputo qui a dit qui regrette d'avoir signé, qui émet l'hypothèse que signer Piatti à 6 millions, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais c'était peut-être une hypothèse ou une vérité, je ne sais pas. Tout ce bordel médiatique, interne, le vestiaire qui était probablement pas content, Garde qui était peut-être à ça, si ça n'a pas déjà été fait de perdre son vestiaire. Donc il savait que gagner c'était important, donc tout le monde était impliqué, mais je ne voyais pas de détachement des joueurs. Mais c'est clair que c'est le bordel. Donc, je pense que c'était le point de non-retour. Et peut-être est-ce que les vétérans ils ont pris le dessus? Est-ce qu'il y a un toc? Je ne sais pas, mais l'équipe n'a pas changé. L'attitude était la même. L'exécution est meilleure défensivement. Et aussi, battre Orlando 2 fois de suite, une équipe dégueulasse, en termes de collectif, c'est important. C'est une question de timing. Quand 67% de tes minutes, tu as joué contre une équipe en pleine débauche, c'est bon pour la confiance. C'est vrai. Et c'est tant mieux. Et c'est pas grave. C'est pas notre problème à nous. Là. Mais il y a quand même des bonnes performances. Tu te rappelles Atlanta, quand ils se font détruire par Atlanta, entre guillemets. Mais dans le jeu, c'était bien. Ils ont joué 80 bonnes minutes, mais le résultat ne reflète pas l'effort qu'ils ont mis. Donc, il y a eu 2 moments. Puis, sur la période de 11 matchs ou 12 matchs perdus, il y avait 4-5 matchs qui étaient bons. Mais l'Impact n'a jamais pu chercher un match nul qu'il leur fallait ou marquer le but. Donc, voilà, quoi. C'est assez binaire. Tu gagnes ou tu gagnes pas. Excuse-moi, Nilton. Quand tu dis bon, Sofiane, tu parles mieux du jeu défensif.
Parce Ah que oui, à oui, attends. l'attaque, il ne s'est rien vraiment passé. Non, c'est Piatti Encore qui fait un qu'elle exploit ou il n'y a rien qui se ou pas, passe. ou pas. Mais moi, ce que j'ai vu comme différence, c'est la charnière Camacho-Fanny qui est beaucoup plus calme avec le ballon. Ouais, Il y a deux aspects. Il y a l'aspect gagner le ballon, puis après distribuer le ballon, et ça part de la défensive. Gagner le ballon, Cabrera, de temps en temps, il gagnait le ballon, mais de façon un peu maladroite, ouais, trop physique. Et une fois qu'il y avait le ballon, il y avait cette urgence-là de ne pas savoir quoi faire avec le ballon et finalement le balancer. Et ça devenait finalement que des vagues d'attaque que ouais. l'équipe recevait. Et c'est compliqué, c'est usant, pas seulement pour les défenseurs, mais pour les milieux. Puis les attaquants, une fois qu'ils ont le ballon, ils l'ont tellement pas souvent qu'ils vont faire des trucs un petit peu en dehors de leur capacité. Fanny et Camacho, ça fait trois matchs où les deux vont peut-être rater une quinzaine de passes, c'est tout, C'est ensemble. vrai. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Les relances sont propres. Les relances, oui, ils s'échangent beaucoup le ballon, mais ils ne s'échangent pas d'une façon euh, stérile. Là. Ce qu'ils font, c'est vraiment garder la position pour une vraie possession, Oui, une possession pas nécessairement tout de suite pour créer de l'attaque, mais une possession pour donner le temps à l'équipe de s'organiser. C'est bien beau avoir un beau bloc défensif, deux grosses lignes qui occupent tout l'espace, mais après, il faut être capable, une fois que tu gagnes le ballon, il faut se déployer de façon efficace sur le terrain. Et dans les premiers matchs, ou dans le premier tiers de la saison, l'Impact n'avait pas ce temps-là. Tout ce qui réussissait, c'était des contre-attaques à 2, 3 joueurs maximum et avec une efficacité. C'est tout. Là, ce n'est pas le cas. Le but de Piatti part des pieds de Fanny, gagne le ballon, combine avec Camacho. Il y a une, deux qui se fait avec le Witz. Le Witz fait un beau centre à Rolter. Oui, après, c'est un peu le bordel dans la surface. Silva n'a pas de pied gauche, n'est pas capable. Mais la présence de joueurs dans la boîte ou près de la boîte va créer ce danger-là. Et tout ce qu'on voit, c'est le but à la fin, le beau but de Piatti. C'est beau, il gagne les votes de l'application Vidéotron. Mais ouais. à la base, ça part des pieds des défenseurs centraux qui ont une caractéristique, une belle caractéristique de jeu de balle au pied. Et moi, c'est ce que je vois comme grosse différence. Parce Oui, c'est qu'au vrai. début de saison, on avait un Raitala qui était, là, c'est beaucoup mieux, mais en début de saison, il était un peu perdu. Il n'était pas vraiment à l'aise dans ce rôle-là. On avait un Cabrera qu'on connaît. Cabrera, oui, il est physique, mais une fois avec le ballon dans les pieds, c'est un peu moins beau. Là, c'est deux profils totalement différents. Non, c'est vrai. Puis la complémentarité entre les deux donne beaucoup de confiance au reste du groupe. Ouais. Donc, le milieu défensif n'est pas obligé d'être parfait à chaque fois. Et en même temps, l'Impact n'est pas obligé d'être efficace à chaque occasion de but. Parce qu'ils se disent, ben, si on ne marque pas maintenant, on ne va jamais marquer. Voire match contre Minnesota, voire match contre Dallas. Où c'était, même à ce moment-là, Camacho, c'était mieux contre Dallas, entre guillemets, mais le match était déjà bouclé à la 30e minute. Et puis, tout ça, ça donne beaucoup d'espoir pour, disons, le jeu équipe de l'Impact, dans le sens où on a une certaine vision, on voit un certain, comment dire, un certain chemin, un chemin direct, propre et clair vers lequel Garde veut mener ses joueurs. C'est-à-dire, on joue simple, on récupère le ballon, puis on essaie d'être agressif, physique, premier sur le ballon, on gagne les duels. Parce que l'Impact, c'est pas les Red Bulls, c'est pas Atlanta, c'est pas Portland, et c'est même pas Casey, parce que Casey, ils étaient assez prudents, je trouve, pour une équipe qui était si forte que ça. Ils m'ont déçu un peu, mais aussi l'Impact a fait son travail pour le fait que je sois déçu par rapport à la performance de l'équipe de Peter Vermes. Donc, c'est très important de prendre en compte que c'est plus facile de détruire, défendre que de construire, et l'Impact s'est mis dans des conditions, les gars, on va défendre comme du monde, on a des joueurs intelligents vers l'avant. Mankosu, on fait ce qu'on peut avec, mais Silva est beaucoup plus motivé, il a l'air moins de courir nul partout pour rien. Piatti, c'est le meilleur joueur que l'Impact aura connu. Je mets un astérisque sur Drogba parce que c'est tellement différent. Sur le terrain, là, c'est pas Sur au le niveau terrain, carrière, là, mais sur le terrain, c'est le meilleur c'est joueur. le meilleur joueur que l'Impact a eu et peut-être va avoir pour peut-être la prochaine décennie, je pense.
Parce qu'avoir un joueur comme ça, c'est assez fort. Compliqué. Il faut être chanceux pour tomber dans les bonnes années d'un joueur. Là. Non, exactement. Ils l'ont pris à son summum de sa carrière et de sa forme. Donc, je te rejoins, la défense est beaucoup plus solide, mais je pense que ça revient à l'exécution. Tout le monde travaille dans le même sens. Et on le voit clairement. Mais ça ne change pas qu'ils jouent contre les Red Bulls, qui vont, je pense, ils vont probablement se faire détruire par les Red Bulls. Les Red Bulls jouent de façon conséquente. Et il faut dire la vérité. Mais ils seront beaucoup plus prêts mentalement à prendre, à résister à l'assaut des équipes plus fortes qu'elles, à l'extérieur notamment, parce que les matchs extérieurs vont être importants, même si l'Impact va avoir une longue série de matchs à la maison, puis ils vont profiter de ça, qui va peut-être les amener vers les séries. Hashtag nos playoffs, c'était peut-être pas bon. Je ne sais pas, on va savoir, on va le voir. Mais dans tout ça, avec le marteau qui arrive, l'Impact a une chance inouïe de relancer sa saison, entre guillemets, mais surtout de relancer son nouveau cycle. Parce que là, l'Impact est dans un nouveau cycle. Le cycle sous Rémi Garde. On espère que ça dure au moins 3 ans. Même plus longtemps si lui veut rester. Donc, ce cycle-là commence avec ce recrutement qu'il a fait avec ses francophones, franco-français, etc. Mais c'est débuté. Maintenant que Fanny est confirmé pour le restant de la saison avec l'option 2019, c'est confirmé. Tu sais, oui, les gens aimeraient voir des jeunes et un plan à 5 ans, mais Rémi Garde, il s'en fout. Lui, c'est les 2 prochaines années. C'est cette saison et la prochaine où il est sûr d'être à Montréal. Et surtout, la troisième année, on verra. Là, ça va dépendre de la fin de la saison 2018 qui va préparer la saison 2019 et c'est son plan qui est là en marche, là, avec un Rod Fanny en santé qui est capable d'aligner 25-28 matchs. C'est en route, mais ça reste un gamble. Oui, on ne sait pas s'il va avoir le physique pour le faire. Mais je pense qu'avec Raitala, je ne sais pas c'est quoi les conditions du contrat de Raitala, avec Camacho, avec peut-être Fischer ou un autre défenseur si Fischer s'en va, ou le retour de Thomas Meyer-Giguère l'année prochaine, l'Impact peut se permettre de perdre Fanny, entre guillemets, quand on dit peut se permettre, en assumant que Camacho peut prendre le rôle de leader que Fanny a en ce moment, parce que c'est un leader dans le jeu et vraiment dans le vestiaire, parce qu'on le suit par rapport à ses performances et son expérience et son CV. Et c'est important de aussi préparer, c'est passe quoi si Fanny est blessé pendant 4 mois, parce qu'il je sais pas moi, il se fait mal, il a une élongation musculaire qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Donc c'est aussi le plan B. Parce que tu dépends d'un défenseur qui a 24 ans, comme un jeune comme Matt Hedges, tu dis ouais, c'est un jeune défenseur, il est bon. Donc c'est normal que tu dépendes de lui. Mais tu dépends d'un joueur qui est plus proche de la quarantaine que la trentaine. C'est là il faut que tu planifies aussi le court terme, mais aussi qu'est-ce qui se passe s'il se blesse. Donc ça à prendre en compte parce qu'on va se retrouver dans la même routine. On va dire Cabrera, c'est pas trop bon, mais on a Fischer et Simon. Fischer se blesse, la saison est partie en catastrophe l'an dernier. On l'a déjà dit auparavant. Je veux dire, il ne faut pas être étonné qu'un Fanny ou un Diallo se blesse. Ils peuvent se blesser à long terme. S'ils sont ici dans la MLS, avec l'Impact de Montréal, à cet âge-là, il y a des raisons. Si c'était des joueurs qui alignaient des minutes saison après saison, ils seraient en Ligue 1 et ils ne seraient pas disponibles ici à Montréal. Donc, c'est un gamble, mais c'est correct. C'est notre réalité. Il faut juste être prêt dans ces situations-là. Si jamais Fanny tombe, il faut avoir le même profil. C'est sûr que ce n'est pas exactement le même joueur. C'est impossible dans le contexte de la MLS, mais il faut avoir le même profil derrière, prêt à prendre la relève. Un Fischer peut correspondre un peu, on s'entend, là, au rôle d'un Fanny. Quelqu'un qui est beaucoup plus physique, qui va gagner des duels. On ne pourra pas demander à Camacho, oui, il va avoir le profil peut-être du leadership, comme tu dis, sur le terrain. C'est lui qui va prendre la place. Mais ce n'est pas lui qui va faire le travail de Fanny. Non, c'est vrai. On l'a vu à chaque fois où il essaie un peu de faire le travail physique de Fanny, c'est limite, là, c'est borderline. Là. C'est proche d'une faute, il peut se faire avoir. Si Camacho est plus un électron un peu plus libre à côté, où il part la dynamique offensive, là, ça devient intéressant. C'est ça qui va être intéressant aussi à voir si ce duo-là est capable d'aligner des matchs ensemble, voir comment qu'à partir de ce duo-là, l'Impact est capable de construire vers l'avant avec d'autres éléments en avant aussi qui restent. C'est vrai. Puis tout ça, ça reste dans l'équilibre.
Donc, on va peut-être voir des changements au niveau des latéraux l'année prochaine, peut-être pas cette année. Donc, tout est une question d'équilibre. Bush s'est clairement amélioré, plus de confiance, plus de poise dans son jeu. Et tout ça, ça va ensemble. Et Fanny, il surpasse mes attentes, même si je savais qu'il a bien joué, mais je ne m'attendais pas à le voir aussi dominant pour aussi longtemps. Mais ça prouve que c'est un excellent athlète. Là, puis c'est un joueur professionnel de haut niveau. C'est pas Sergio Ramos, là, j'ai pas dit ça. Mais juste par rapport à son CV, son expérience, je me dis, il livre la marchandise et encore plus. Moi, ce qui Et m'étonne, c'est son désir de rester à Montréal. Il est arrivé dans une des pires situations. Hein? On ah s'entend oui, qu'il arrive ici, il c'est la s'est dit que c'est un catastrophe. piège. Il s'est dit que c'est un piège. Et malgré tout, malgré cette situation-là, pas idéale pour un joueur professionnel, tu sais, il arrive de Marseille, il a fait les grands clubs, il y a des conditions. S'il compare les conditions MLS Montréal à ce qu'il a vécu en Europe, là, il devait être découragé. Tout à fait. Malgré tout, il a décidé de rester à Montréal. Il veut s'installer, mais on s'entend à long terme, tout est relatif. Là. Il n'est pas ici pour 5 ans compte tenu de son âge. Mais le fait qu'il reste à Montréal, il faut donner ça à Rémi Garde. Ce staff-là va faire en sorte, c'est notre seul espoir de voir finalement un plan crédible s'installer dans ce club-là. Oui, ça Qui va passer fonctionne par ou pas, Garde. Qui fonctionne ou pas, c'est pas nécessairement important pour l'instant. Il y a au moins un plan précis pour les Exactement. 2-3 prochaines saisons. C'est ça. Puis on le disait la dernière fois, je ne sais pas si c'était toi ou moi, ou peut-être Tid, je ne me rappelle plus, il y a 2-3 semaines. Je veux que Garde soit le Berhalter, le Vermees de l'Impact de Montréal. Il faut que ce soit le club de Rémi Garde. Voilà, jusqu'à une certaine limite, parce que, bon, tu auras tout le temps Adam Raz et DeSantis qui ne me dérangent pas. Ils sont importants pour le club, mais il faut aussi que tout le monde dise la vérité. Encore une fois, quand Joe Saputo dit qu'on a sous-estimé la Ligue en 2018, arrête de dire ça parce que no one looks good. Personne n'a l'air intelligent ou a l'air compétent quand ton président dit ça. C'est la pire chose qu'il aurait pu dire parce que c'est juste pas logique de dire ça. On dirait que l'incompétence découle, qu'il est en train de découvrir ça en ce moment-là. Peut-être qu'il n'avait rien à dire à ce moment-là, mais moi je trouve ça vraiment, c'était mauvais de sa part. Mais c'est lui le boss, il fait ce qu'il veut. François Boisclair nous demande est-ce que Montréal est finalement en mode playoff? Are you serious? Are you serious? Prochaine fois, il va falloir que tu travailles le volume là-dessus. Trop fort, désolé. J'ai mes oreilles ont pété aussi. Désolé pour le live et le podcast. Où les 5 derniers matchs de l'Impact ne sont qu'une fraude. Tu sais, les gens sont. C'est bien, les gens restent prudents. Il y a un peu de Nilton dans les gens. Il y a un peu de Nilton. Ouais, je suis désolé. Mais l'année passée aussi, on a eu cette remontada. C'était un peu plus tard dans la saison. Il avait eu 4 victoires de suite. C'est pas mal ce qu'on vit présentement. Puis on s'est dit, un autre 4, puis c'est bon. 8 victoires de suite, ça se fait facilement dans le foot. Comme ça. Madrid, Barça, Manchester City et l'Impact. C'est des clubs du même style. Mais cette année, notre no playoff, là, quand on l'a sorti, on était probablement les derniers à dire le no playoff cette saison, en plus, parce que les gens étaient beaucoup plus rapides que nous. Mais c'était l'évidence du classement. On était loin, premièrement, du classement, et les clubs qui étaient autour de nous, c'était des clubs qu'on voyait en début de saison déjà devant nous. Donc, quand on disait Toronto va commencer à gagner des matchs, ils vont nous dépasser dans un mois, finalement, non, Toronto n'est pas capable. Orlando City, il y a beaucoup d'observateurs voyaient Orlando comme un club legit, là, un club dans les favoris de l'Est. Ils ont les joueurs pour. Ils ont les joueurs pour. C'est pas normal ce qui arrive. Et là, ensuite, Chicago avait sorti une bonne saison, peut-être une fin de saison 2017 un peu moins belle, mais en début d'année, on voyait Chicago dans les favoris. Et là, ils se font accrocher. Il y a eu plusieurs matchs nuls dernièrement. Philadelphie commence la saison très forte. Là, elle perd un peu de points. Tout d'un coup, on se retrouve avec 4 clubs à moins de 3 points d'écart et Toronto qui est de plus en plus loin puis qui va probablement abandonner cette saison. DC qui est déjà en mode recrutement pour 2019. Ouais. Le contexte fait en sorte que Montréal va, comme on pensait en début de saison, se battre avec 3, 4, 5 clubs peut-être pour la dernière position disponible. Oui, ou même pour les 2 dernières. Mais malgré ça, tu te bats fort. Tu joues bien, mais tu rates les séries de 2 points ou de 3 points où tu fais partie de la fameuse dernière journée des CGND et tu rates les séries.
Qu'est-ce que tu as fait entre maintenant et rater les séries ou faire les séries pour te préparer pour les séries éventuellement et pour l'année prochaine? Parce que s'ils décident d'aller all-in court terme série, puis ils font rien d'autre pour préparer l'année prochaine, c'est là et je pense que c'est là où c'est un problème. Parce que si Bryant arrive bel et bien, puis d'autres joueurs arrivent, on se dit c'est bien pour le court terme, c'est bien aussi pour l'année prochaine. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va accepter nos playoffs, même si l'Impact joue bien et rate les séries de 3 points, 6 points? 6 points, c'est beaucoup, c'est quand même 2 matchs. Donc on se dit, ils étaient pas loin. S'ils avaient eu 2 matchs nuls dans la série de 8 défaites, blablabla, c'est vrai, il y aura des regrets. Mais quand on a pris cette décision de le dire nos playoffs, durant la séquence de 8 ou 9 matchs, en tout cas, les séquences de 10 défaites en 12 matchs, je ne me rappelle plus de la séquence là, qui était catastrophique, il n'y avait pas de match nul. Ils n'avaient pas de chance, entre guillemets. Le fameux malchance que tu n'aimes pas, il n'y avait pas ce match nul, cette victoire par défaut. Mais là, ils en ont de la chance parce que les équipes, les concurrents directs, ils se font accrocher des points. Là. Ils jouent les uns contre les autres, donc c'est obligé. Tu vas rattraper le retard mathématiquement. Mais ça implique de battre les équipes comme Orlando. Ça implique Colorado, tu vises la victoire, comme tu as dit. Et Casey, c'est du bonus. Et surtout, Casey n'a pas si bien joué que ça, mais aussi l'Impact a très bien joué défensivement. Donc, mais l'Impact se retrouve aujourd'hui, 1er juillet, l'Impact se retrouve là où il voulait être. Oui. C'est-à-dire dans une bataille pour la 6e position. Ils sont à 2 points de Chicago. C'est parfait. Il y a Philadelphie qui a un match en moins. Donc, disons qu'ils gagnent leur match, ils seraient à 3 points de la 6e position. Le plan de Joey, le plan de Garde et Braz DeSantis, c'était d'être exactement là où ils sont. Mais ils auraient bien voulu s'éviter le drama qui est arrivé avant. Ils auraient pu s'éviter. Il y a un mois de ça, jamais il aurait cru arriver à l'objectif qui s'était atteint. Je pense que Garde le staff, oui. Parce que sinon, ils auraient quitté s'ils ne croyaient pas. Mais je pense que le reste du club a dû se dire. Non, je pense que Braz aussi. Adam Braz, je pense qu'il y croyait. Sinon, il n'essaierait pas de faire des moves. Mais moi je pense qu'ils auraient pu s'éviter le drama avant. Tout le drame avant, on aurait pu se l'éviter, puis ils auraient pu travailler en sérénité. Ce n'est pas de Montréal. Ce n'est pas que Montréal, il y a toujours du drama. Pas le choix. Mais le prochain mois, il est clé. Il va avoir 2 champs de bataille. Ouais. Le mercato. Et le mercato. Il faut qu'ils font. Et Montréal, c'est toujours un peu compliqué, le mercato, parce que le chéquier, il n'y a plus de feuilles. Hein. Ils ne sont plus capables de faire des chèques. Ils n'ont pas de courriel pour le East Transfer non plus. C'est compliqué. Western Union, ça marche. Le mot de passe, c'est jamais le bon. Mais sur le terrain, il y a de quoi être positif. Les matchs qui s'en viennent sont accessibles. Ouais. La dynamique est bonne. Ils sont de belles lancées. Tout est relatif. Ouais. Mais de l'autre côté, tout ce qui est texto, téléphone, email, il va falloir qu'il soit efficace. Là. Ouais. Parce que est-ce qu'on parle mercato ou est-ce qu'il y a une question sur ça? Est-ce que tu veux qu'on résume un peu tout ce qui se passe là avec. Le mercato, il y a les entrants et les sortants. C'est Jimmy Bryant, c'est clair et net. Montréal, c'est leur plan numéro 1. Et le joueur est d'accord. Le joueur. Tout ce qui est entre Bryant et Montréal, c'est réglé. Là. Ouais. C'est fait. C'est question qu'il soit libéré par Guingamp. Et Guingamp ne veut pas le libérer gratuitement. Ce qui est un peu normal aussi. Montréal. C'est un capital. Ils veulent faire de l'argent un peu. C'est un peu normal. Mais tu sais, Montréal a été habitué là, à avoir des joueurs gratuits. Oui. Et la Ligue aussi est habituée à ça. Un peu moins. Mais Marco Di Vaio, il a été libéré. Piatti, c'est pas clair. Hein? Piatti, je pense, a été une faveur. Il a réussi. Tu sais, quand tu as des contextes comme ça, quand tu as une historique où tu as été chercher des joueurs sans trop payer d'argent, oui. Tu te retrouves maintenant en 2018 avec Jimmy Bryant qui n'a pas la même envergure. On s'entend aux réputations internationales qu'un Di Vaio ou qu'un Nacho. Eux, ils vont se dire, c'est sûr, à terme, on va réussir à l'obtenir sans sortir d'argent. Mais tu sais, on est tout le temps. On ne sait pas sur quel genre de président on va tomber. Là. On peut tomber sur. Joey Saputo peut tomber sur un Joey Saputo. Là, je ne le connais pas, le président de Guingamp, mais si lui, dans sa tête, c'est très, très, très mal vu, puis il perd beaucoup de capital politique, à laisser tomber un Jimmy Bryant comme ça sera. Le plan B, c'est quoi? Est-ce que c'est la fameuse rumeur de Christian Lopez, le plan B?
Ouais. Lopez, lui-même, n'est pas quelqu'un qui aime ça venir à rabais. Donc, tu sais, il y a eu la rumeur de Valencia qui était Et là, trop folle pour qu'elle soit. Elle vient d'où cette rumeur-là? C'est incroyable. Ben, C'est, elle vient d'un. j'y crois un peu parce que Valencia a été lié avec la Non, MLS avant, mais pas avec l'Impact. Je dis avec la MLS, c'est possible, mais je vois aucun lien entre l'Impact et le Valencia. C'est un journaliste du Atlantic, là. Je pense que c'est Jeff Reuters. Ok, ouais, des Athletic, là, ouais. Ouais. Moi, la seule quand j'ai vu ça après la surprise, waouh, tout d'un coup, méga bluff, Joey vient encore de changer d'idée. C'est la nouvelle idée de la semaine de Joey Saputo. Tu sais, c'est pas impossible, mais peut-être que dans le fond, lui, ce journaliste-là, il a eu accès aux listes de Discovery, puis Montréal, Montréal a ce joueur-là sur sa Discovery depuis qu'il l'a affronté. Puis que Montréal est mal classé. Tu sais, c'est peut-être un truc comme ça. Ouais. Il n'a pas sorti le nom Montréal comme ça d'une boîte à surprise. Là. Il doit avoir un élément qui à moins qu'il fait partie d'une Discovery où l'agent met le joueur disponible à la Ligue parle aux équipes qui est intéressé, puis l'Impact a levé sa main. Je serais intéressé à faire un bid dessus, comme Piatti, comme c'était fait pour Piatti et d'autres joueurs. Donc, c'est un bon point. Dans le contexte actuel, c'est impossible. Ça n'a pas de sens. Après tout ce qu'on a entendu dire de Jesse Saputo disant que je préfère payer. Est-ce que j'aurais dû payer 3 joueurs à 2 millions qu'un joueur à 6? Exact. Voilà. Piatti est déjà là, mais comme dit Piatti, je peux partir ailleurs. Hein. Puis l'autre grand projet de l'Impact de Montréal, c'est le milieu de terrain. On en parle depuis janvier. Je suis tanné d'en parler. Le milieu créatif, offensif, on peut l'appeler comme on veut, là, mais le fameux rôle qu'on a donné par défaut à Krolicki. Ouais. Pour cette saison et pour la saison prochaine, il faut trouver un vrai élément. Mais tout ça, c'est bien beau. Il faut faire sortir du monde. Il reste dans l'effectif, il reste 2 places. Il reste 2 places dans l'effectif, dans l'effectif senior à combler. Une des places, il y a aussi les sortants, parce que Cabrera doit partir. Cabrera, il est en partance en te suivant comme d'habitude. Il faut qu'il s'en aille pour libérer de l'espace salarial, la masse salariale et une place internationale. Oui, donc il y a un surplus de défense centraux. Donc là, oui, c'est ça. Puis dans la MLS, c'est compliqué parce que nous, si on a des problèmes, nous, de place internationale, on s'entend que les autres équipes ont le même genre de problème. Tout à fait. Donc, faire une transaction, c'est pas si évident que ça de trouver un bon partenaire de transaction. Donc, l'élément, la piste possible d'un transfert hors MLS, c'est pratiquement une bonne nouvelle pour Montréal s'ils sont capables de trouver cette solution-là parce qu'ils récupèrent un peu d'argent. Oui. Ou ils peuvent faire tout simplement comme on a fait, comme ils ont fait à Minnesota avec Venegas, où c'est un prêt finalement à long terme. On pourrait trouver un club en Argentine, en première ou deuxième division, le prêter là, ou avec option d'achat, et ainsi de suite. Là. Mais. Et le fameux Matteo Mancuso, il faut absolument trouver un partenaire de danse. Puis il va falloir lui donner beaucoup d'alcool pour qu'il danse avec nous. Là. Ouais, bonne chance. Bien, next. C'est fini? On arrête là? Next question. Daniel Nang nous demande est-ce que Fanny a pris la place de Bernier comme leader vocal sur le terrain? Bernier n'a jamais été un leader vocal tant que ça. Plus que Piatti, ça c'est sûr. Mais Fanny, c'est le leader sur le terrain. Déjà un défenseur central, c'est souvent le gars qui gère l'équipe. Là. Il gère sa défense déjà, puis il gère les milieux de terrain. Après, les attaquants, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, Fanny, c'est un leader naturel par son âge, son expérience, ce qu'il fait sur le terrain. Donc oui, remplacer Bernier, je pense que chaque joueur, chaque époque d'un club ou chaque itération d'un club a son leader. Puis il n'y a personne qui remplace l'un ou l'autre. C'est plus... on se passe le flambeau parce que c'est plus ça. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Voilà. Vocal, je ne le sais pas. Peut-être dans la chambre, on ne le voit pas, là, les discours dans les vestiaires, la dynamique avec ses partenaires. Sur le terrain, on le voit beaucoup plus comme un leader, oui, vocal, mais de sa zone. C'est lui qui est le patron en défense. C'est lui qui organise un peu les mouvements, ainsi de suite. Le vrai leader vocal de ce qu'on peut voir dans les vidéos d'Impact Média, c'est beaucoup plus Bush qui l'a pris cette place-là. Bush est devenu le capitaine sans brassard, si on veut. Là. Oui, je pense qu'il est clairement, c'est le plus ancien dans le club, puis il peut se permettre de parler.
parce qu'il livre la marchandise, il joue, il Oui, fait le en plus, travail, exact. donc, Ouais, ouais. donc ça accumule. Mais pour répondre à la question de Daniel, c'est un leader vocal, mais il remplace personne. Il fait juste remplir son propre rôle. En- Peut-être dans 2-3 ans, on pourra comparer les différents leaders que l'Impact a eu, puis on pourra faire une classification. Mais pour tout de suite, Fanny fait son rôle et Bernier a très bien fait son rôle aussi. Il y a eu plusieurs questions sur Jackson Hamel, là. Tout le monde s'inquiète un peu là, de ce qui se passe. Il y a Steph Rad qui nous demande qu'est-ce qui se passe avec Jackson Hamel, parce qu'on voit Matteo là, match après match. Il y a Dr. Foot aussi qui nous demande pourquoi il est rendu si bas dans l'estime de Garde, parce c'est inquiétant hein, ce qui se passe dans les dernières semaines. Jackson Hamel, ça me fait beaucoup, malheureusement, ça me fait penser un peu à Donadel. Là. Tu sais, c'est l'évidence même. Donadel, c'était l'évidence même. Ouais. Sur le terrain, il y avait une place pour lui. Il ne jouait pas. C'est devenu tellement une évidence que collectivement, on a arrêté de questionner son absence. Puis là, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui est tellement mauvais sur le terrain à sa place. Puis Jackson, il a été utilisé deux, trois fois. Il n'a pas livré. C'est fini. Mais je sais pas trop ce qui arrive en entraînement pour que Jackson Hamel soit considéré soit aussi bas dans le power ranking de Rémi Garde et le staff. Il doit ne pas faire des choses ou ne pas travailler c'est assez clairement fort pas ou assez bien. Normalement, je ne sais pas. C'est clairement pas un Mais joueur le type de joueur que Rémi Garde aime. ouais. C'est Mais, clair parce que mais ce que je comprends pas, c'était bien. On était ensemble au match où Jackson Hamel fait un bon match contre New England. C'est là où il fait un bon match, là, Jackson Hamel, où l'Impact gagne 4-2 ou 4-3. C'est Edwards, Mark, on était assis dans la même section là. Je pensais que c'est bon, il va lui faire confiance. Et quand je l'ai arrivé, est-ce que c'est par rapport aux commentaires sur la culture de l'entraînement? Mm. Tu fais des références dans à ce cas, ça. ouais. Mais moi, je l'ai dit l'an dernier, Jackson Hamel, si j'étais lui, va-t'en de Montréal. Tu vas faire ton argent à Montréal, mais si tu veux jouer au foot de façon régulière et te prouver ailleurs, moi je dis va ailleurs. Va suivre les autres qui sont partis Ouais. en Scandinavie, en Europe, peut-être tu auras une chance. En MLS, je sais pas quelle est ta réputation en MLS par rapport à tes Il y a blessures. de plus en plus de clubs. Je veux dire, il y a des clubs qui s'en viennent. Là. Il y a Cincinnati l'année prochaine qui s'en vient. Voilà, Ça c'est peut vrai. être une bonne option. C'est vrai. Tu sais, C'est un bon oui, point. oui, il peut faire comme Valentine qui avait fait, il était parti en Scandinavie. Des options pour lui, il y en a. C'est pas un must, là, Montréal, pour lui. Tu sais, Non, oui, c'est non. intéressant, là. Mais si, tu sais, il faut qu'il pense aussi à sa carrière. S'il voit que le fit n'est pas bon avec Rémi Garde, ben, juste tout bad, là, ce ne sera pas le premier. Là. Il y a eu des joueurs de grande envergure là, internationale. Ils ont changé de club parce que c'était pas un bon fit avec le staff qui est présent dans ce club-là. Là. C'est C'est pas vrai. si grave que ça. Je trouve, je trouve que Rémi Garde est un peu sévère avec Jackson Hamel. De ce qu'on voit à la surface, oui, mais ce qui arrive à l'intérieur, il doit avoir des facteurs qui expliquent pourquoi il Oui, fait ça. C'est mais ça qui toi me et moi, dérange. on a vu Jackson Hamel sur un terrain, là, Oui. dans un match. On sait ce qu'il est capable de donner. Si on met Jackson Hamel dans les contextes de match que Matteo a connu en début, Ben oui. il y a deux, trois buts à la place de Matteo. Facilement. Mais maintenant, il y a quelque chose qui cloche. Ça sent le roussi, mais est-ce que ça cache autre chose? Est-ce que ça cache une hiérarchie par rapport à ses blessures récurrentes? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis fatigué d'essayer de deviner ce que les gens pensent dans ce club-là. C'est fatigant. C'est Mais il ne faudrait frustrant. pas être surpris que cet été, si une opportunité se présente, Bah MLS ou oui. ailleurs, Jackson, il est parti. Là. Il est parti, oui, 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 oui. Puis ça va partie des plans du club et de lui. Moi, comme Crépeau, va-t'en. Va jouer Oui, ailleurs. puis Va à Ottawa, ça marche, tant mieux, mais go. tout Libère-toi à de ce fait. club-là. Remercie-le pour tout. Vous avez grandi ensemble. Mais à un moment, il faut lâcher le cordon ombilical. Puis j'espère que Jackson Hamel, parce qu'on dit ça parce qu'on l'aime bien, pas parce qu'il est aussi local, mais parce qu'on l'a vu grandir, entre guillemets, sur un terrain avec l'Impact. Puis on voit qu'il n'est pas dégueulasse. C'est pas waouh, là. C'est pas le joueur genre, il faut le signer, c'est le prochain leader de la MLS ou du Canada. Non. Mais il a montré assez de bonnes choses pour dire, ben oui, c'est normal qu'on le paye pour jouer au ballon. Et avec l'Impact, il a assez prouvé pour dire que oui, je mérite une place. Maintenant, tout le monde a dû se reprouver sur Rémi Garde, puis pour une raison quelconque, on a vu que Jack Garde a donné un gros avantage à Mancuso en pré-saison. Puis on a vu que dès ce moment-là, en pré-saison en Floride, même si Jackson Hamel était un peu blessé, les carottes étaient déjà cuites. Ça, je pense qu'on l'avait vu venir là, mais moi, je veux juste qu'il réussisse. Et tu n'es pas obligé de réussir seulement chez toi. Tu peux le faire ailleurs.
Même si c'est bien de vivre chez toi et de jouer chez toi parce que tu es d'ici, quoi. C'est normal. Dr. Foot, justement, nous demande de Raitala, un international sur le banc. Est-ce qu'on gaspille du talent? Je pense qu'il a prouvé sa valeur. Je pense qu'on a gaspillé du talent international, une place internationale avec Donadel. On gaspille encore avec Mancuso. On gaspille avec Vargas, mais personne ne va en parler. Je pense qu'il y a d'autres gaspillages ailleurs. Ouais. Là, on a failli me convaincre que Tyder, c'était un gâchis. Là. Si je voyais le déroulement de la saison, que Tyder, c'était une supercherie, une fraude. Mais il y a d'autres gâchis ailleurs. Raitala, c'est latéral gauche, central. Il peut faire les deux rôles. C'est ça. Il joue deux rôles. C'est sa polyvalence. En début de saison, j'aurais dit, ouais, ça fait un peu bizarre, effectivement, d'avoir une doublure ou peut-être. Il était même pas certain d'être titulaire à gauche parce que Lovitz, Lovitz, c'est pas si mauvais que ça depuis là. Il prouve sa valeur. C'est pas le joueur parfait. Je t'avais dit, exactement, il faut m'écouter. Oui. C'est pas le joueur parfait, on s'entend, là, mais Raitala est différent de Lovitz sur son couloir gauche, mais bon, mais Raitala a prouvé cette saison qu'un joueur comme ça, polyvalent, où tu peux, dans n'importe quelle situation, tu peux le mettre maintenant comme défenseur central et il va faire un boulot intéressant, assez efficace. Oui, il faut gérer les places internationales, mais comme tu as dit, s'il y a une place internationale qui est bien utilisée, c'est bien lui. Parce qu'il y a l'expérience MLS, sur le terrain, il te fait pas mal. C'est un gars professionnel, c'est dans le moule de Rémi Garde. Le gaspillage, il faut travailler très, 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 très fort ailleurs. Si c'est la seule façon, il devrait avoir une bonne valeur. Là. Si on décide de l'échanger aujourd'hui, il va avoir beaucoup plus de partenaires de danse qu'on a présentement pour Victor Cabrera. Là. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Puis, ce que je trouve frustrant, c'est qu'on parle de place internationale, mais les gens ont bien réagi à notre argument sur la proposition que la Ligue donne des places internationales de plus au club canadien, qui reste seulement chez ce club canadien, qui sont échangeables à personne d'autre, même entre les clubs canadiens, pour compenser le fait que les green cards américaines se donnent comme des croissants le matin, là, rapidement, et des joueurs qui sont à peine là moins de 2 ans aux États-Unis. Donc, on n'aurait pas ce débat si on avait ces fameuses places internationales en plus pour aider les clubs canadiens, parce qu'ils sentent que c'est plus difficile d'être résident permanent ou citoyen canadien, parce que c'est du citoyen canadien, tu ne l'as pas facilement. Là, je suis passé par ce processus quand j'étais plus jeune, tu ne l'as pas en 6 mois. Et l'avantage des clubs US, territorial, parce qu'ils vivent aux États-Unis, hein, donc c'est plus... les lois du travail sont différentes. Et puis les clubs MLS ont clairement trouvé une combine que le club canadien ne connaissent pas, n'ont pas accès, ne savent pas, ne peuvent pas, ne veulent pas. Je ne sais pas à quoi ils pensent, mais on n'aurait pas ces débats-là. Mais... On va finir par échanger Victor Cabrera, disons, au Colorado, puis dans la semaine d'après, il va obtenir sa green card. Clairement. Il a assez joué aux États-Unis pour être éligible. Je te le dis, là, ça va être spectaculaire. Mais il y a d'autres problèmes, d'autres places internationales qui sont à gâchis que celle de Reta, là, je trouve. Il y a d'autres problèmes ailleurs. Kroliki, il y a 26 000 questions sur Kroliki après ce match-là. Surprise. Ouais, mais moi, pour parler de Kroliki, j'ai fait ma petite recherche cet après-midi à l'air climatisé pour placer un petit peu le contexte de Kroliki. Ken Kroliki, c'est quand même le deuxième joueur avec le plus de minutes de jouer dans le draft de 2018. Là. C'est pas rien. Là. C'est un gars qui a été choisi, on le dit très souvent, là, c'est en 3e ronde. C'est le 53e joueur sélectionné lors de ce draft-là. Il y a seulement Chris Muller d'Orlando qui a plus de minutes, qu'il y a 1000 minutes. Un match de plus comme titulaire. Il a participé aux 16 des 17 matchs d'Orlando, qui a été choisi au 6e rang. Sinon, c'est Ken Kroliki. Oui, Ken Kroliki a bénéficié d'un contexte favorable. Là. Il y avait un spot pour lui. Si Thibaut Moulin ou Thomas Monconduit avaient signé avec Montréal, on s'entend que Ken Kroliki n'aurait pas joué ses 900 minutes. Mais Ken Kroliki, 900 minutes, il y a le fameux cliché là, qu'on utilise à chaque draft que ce repêchage-là ne sert à rien, mais si on est capable de trouver le joueur qu'il nous faut et qu'il arrive une situation où il faut l'utiliser,
Ce Tout à fait. draft-là peut être utile. Il peut être utile. Il faut être capable d'identifier les Tout bons à fait. joueurs Tout à fait. pour ton équipe. Tu sais, oui, les autres, Chicago est dans cette même situation. Chicago a 3 joueurs de 600 minutes et plus qui ont du draft 2018. C'est pas nécessairement les premiers qui ont le plus d'occasions. João Moutinho de LAFC a 600 minutes. Sinon, le choix numéro 2, 3, 4 a moins de 200 minutes. Donc, Ken Kroliki, il faut être content de l'avoir Oui, dans notre équipe parce tout à qu'il fait. fait du boulot honnête. Il va Exactement. nous aider, il nous a aidés. Il ne faut pas commencer à s'imaginer que Ken Kroliki va faire du taille d'air. Si on a cette grille d'analyse, c'est sûr qu'on va être déçu. Mais dans le contexte, Ken Kroliki fait partie des plans à long terme de Montréal. Là. Non, c'est vrai. Et puis, on va dire moyen terme, parce que ça va vite. Ça va Ouais. vite. On se donne du loose. Bah, je vais dire le moyen terme. Tu dis ce que tu veux, Nilton. Tu es une personne. Tu as le droit de correct. penser ce que tu es indépendant. Mais non, Kroliki, c'est un des rares joueurs durant la période noire de cette saison qui nous donnait exactement à quoi s'entendait. Il n'y avait pas de surprise, il n'y a pas de bonne ou mauvaise surprise. Sauf quelques matchs où on le voyait beaucoup plus offensif, puis c'était intéressant. Plus courageux et brave quand il allait vers l'avant. Mais ce que Kroliki me donne, j'en suis conscient avant, je le vois pendant et je le reconfirme après le match. Donc, je sais ce qu'il va me donner. Donc, c'est une valeur sûre. Valeur sûre dans le contexte de l'impact, ça veut dire qu'il ne fait pas trop de conneries, puis qu'il n'est pas totalement nul, que ce n'est pas une fraude. C'est déjà mieux que d'avoir des fraudes qui on ne sait pas ce qu'ils font vraiment là et qui coûtent cher et qui occupent des places internationales. Donc, tant mieux. Puis on serait vraiment, vraiment beaucoup plus positif si Ken Kroliki sortait de notre académie. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis voilà, tu as bien résumé ça, mais l'académie ne sont pas là ou ils sont blessés, comme lui Bolangoyette. Donc, ça arrive. Ça arrive. Maxime Cardinal me pose une bonne question, là, vu compte tenu du classement d'après le match d'hier. Comment on compose avec le championnat canadien? Tu sais, la semaine passée, c'était facile. Là. on s'était posé cette question-là avec le mois de juillet qui va être très occupé. À la fin, après le 15 juillet, on va avoir des matchs aux 3 jours Ouais. où on va affronter Vancouver entremêlé d'un match à Portland et ensuite on reçoit Atlanta à Montréal après le match retour à Vancouver. T'es Rémi Garde, est-ce que tu mets en priorité le championnat canadien ou tu vas all-in pour les playoffs? Non, c'est un bon point là. C'est tough, hein? Mais en termes de l'horaire, ça les arrange que Portland samedi et puis le match retour sur le championnat canadien à Vancouver mercredi. Donc, le déplacement est rapide. Là, c'est 2 heures d'avion. Là, c'est à côté. Ils sont déjà dans la côte ouest. Donc, il n'y a pas de déplacement Oui, Montréal-Vancouver. mais Donc, c'est faut la penser chance. aux jambes. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, moi, je pense honnêtement, bon, il faut qu'ils mettent un joueur minimum, un nombre minimum de joueurs canadiens. Donc, je pense Oui. que c'est 5 dans le feuille de match ou 7. Ouais, c'est pas le truc. Il faut qu'il y ait 3 titulaires. 3 5 titulaires et 5 sur la feuille de match. En tout cas, on va confirmer. Il va confirmer sur les internets Newton George. Carayo! C'est pas ça, maman. Maman sera pas contente. Ah, désolé, maman. Et puis, c'est ça. Mais honnêtement, ils ont assez de joueurs. Moi, honnêtement, joue tout pour le tout à Montréal. À la limite, le match du 18 juillet. Dépendant de ce qui arrive le 14 juillet contre San Jose à Montréal, joue tout mais pour le déjà, tout. là, il faut décider. C'est exact. Il faut déjà avoir le plan à partir du 14 juillet. Là. Ouais, mais on va décider après les 2 défaites ou les 2 victoires contre Colorado et New York City FC. C'est les résultats qui vont un peu décider de ça. Ils ont un plan. Ils savent déjà que Adros va jouer. Jackson Lamel, s'il n'est pas blessé, va jouer. Pantémis ou Clément Diop vont probablement jouer. J'espère qu'il faut donner un peu de repos à bouche. Des joueurs canadiens vont jouer. Maintenant, Petrasso, s'il n'est pas blessé, va jouer. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de faire jouer Fanny, même à Montréal? C'est un choix à faire. Si tu dis, est-ce que j'ai vraiment de blesser Piatti bêtement contre Vancouver? C'est à voir. Et moi, je dis, fais tourner, mets tes meilleurs joueurs disponibles, moins les joueurs canadiens, donc ce qui reste comme place. Et ceux qui sont un peu vieux, ils ont besoin de repos, repose-les pour les matchs MLS.
C'est tout. Moi, tout ce que j'ai à dire sur ça. Là. Genre, Piatti, il faut le jouer au début, une première mi-temps. S'il ne marque pas 4 buts, tu le sors. C'est aussi simple que ça, là, parce qu'il faut gérer ça. Mais j'avoue qu'ils vont planifier, mais normalement, je n'ai pas de conseil à leur donner. Là. C'est bien le CONCACAF, la Ligue des Champions. L'Impact doit gagner le championnat canadien pour refaire une belle aventure. Surtout qu'ils passent directement en quart de finale maintenant. Les clubs canadiens, ils passent plus par les groupes. Hein. Ils passent par. Oui, ben le club canadien. Le club canadien va passer directement en quart de finale, en huitième de finale, je ne me rappelle plus. Donc, c'est déjà bien. Tu t'évites tout un parcours de groupe chiant et difficile à Salvador et tout ça. Tu n'as pas envie de faire tous ces déplacements pour rien. Mais honnêtement, faites ce que vous voulez, mais gérez les blessures et les anciens. Parce que ça ne sert à rien de perdre un joueur pour un championnat canadien. Perdre-le, un match à MLS, c'est compréhensible. Championnat canadien, Stade Saputo, il va être vide. En tout cas, il y aura 12 000 au Stade Saputo. Donc, un joueur qui va se blesser, oui, il y a des accidents de match là, qu'on peut éviter, mais une blessure là, musculaire, c'est pas parce qu'il joue pas. L'usure va arriver à un moment donné, que ce soit dans ce match-là ou dans MLS ou à l'entraînement. C'est quelqu'un qui a un problème d'un tendon ou d'un muscle, ça va arriver. C'est tout. Là. Donc, on peut éviter un accident à Nacho Piatti, mais on ne peut pas éviter une cuisse qui va exploser. Là. On ne peut pas éviter ça, c'est impossible. L'avantage, c'est que pour Montréal, c'est que Vancouver se retrouve aussi dans la même position. Lui aussi, il va falloir qu'il gère. Il se retrouve dans un classement. Il n'y a rien de gagné. Donc, c'est kiff-kiff. Là. Vancouver aussi va aligner ses Canadiens pour donner du temps de repos pour ses titulaires. Mais après coup, c'est pas la finale. Là, on ne peut pas commencer tout de suite à aller all-in avec le championnat canadien. C'est pas la finale. Après, c'est Toronto. Toronto, il risque d'être all-in au championnat canadien parce que la saison est déjà pas mal scrap. Tout à fait. Mais Toronto, leur motivation pour ce championnat-là canadien, il doit être à son minimum. Là. Les joueurs, mentalement, sont brûlés. Ça leur tente plus. C'est une saison de trop pour eux parce que celle précédente a comme un peu prolongé puis ça a fini avec une grosse déception. C'est vrai. Si on est capable de passer Vancouver, le trophée n'est pas très loin. Là. C'est vrai. Puis Montréal, ici, Montréal, on a eu une belle expérience avec la CONCACAF. Ça serait un beau cadeau pour la saison prochaine. Si on pouvait tout de suite avoir, si on commence la saison 2019 après un mercato réussi dans un championnat, dans la Ligue des champions CONCACAF en même temps que la MLS, ça peut repartir un peu toute la belle dynamique de l'événement. C'est vendable. C'est vendable marketing. Tu peux revendre vendre la saison 2019 de façon intéressante. Donc, ouais, il y a tout ça. Mais je pense que les deux matchs Colorado-New York City FC vont décider ou pas ce qu'ils vont faire là, parce que en termes de ce qui arrive en termes de blessures, ce qui va arriver en termes de résultats. C'est ce que je pense. Bon, encore une fois, être devin et essayer de lire leurs pensées, c'est trop difficile cette année. Je suis plus capable, Milton. Une dernière question? S'il vous plaît. Oli Hull nous demande comment on a trouvé Lovitz à l'aile gauche. À la fin du match, quand il a fallu sortir Matteo, on n'a pas rentré Jackson, justement. On a mis Piatti comme avant-centre et on a monté Lovitz à la place de Piatti pour mettre Rajdala à gauche. Lovitz est un ailier de formation, donc on voit clairement qu'il est naturel dans l'aile. C'est pas Marcelo, là. On va pas virer fou. C'est pas Perisic, là, mais il est bien côté gauche offensivement. Il aime bien, il est agressif, il met le pied sur le ballon, il aime centrer, il n'est pas parfait. Ouais. Il reste un joueur responsable. Quand il est à l'aile gauche, il connaît le travail de défenseur. Donc, il fait, c'est une double couverture avec Raitala et Lovitz. Tout à fait. C'est un joueur honnête. Ouais. On sait ce qu'il va te donner, il n'y aura pas de surprise. Exact. Dans une fin de match où il faut tenir le résultat, c'est exactement le profil de Rémi Garde. C'est le genre de joueur que Rémi Garde a découvert puis a appris à aimer. Tout à fait. Puis, je trouvais les critiques envers lui étaient un peu... Bon, c'était cute, là, l'an dernier. Je comprends, meilleur défenseur, blablabla, mais voilà, quoi, c'est pas de sa faute si on donne un trophée en chocolat. Là. Lui, il n'a rien à foutre, mais... Adam Brown, c'est pas si pire des fois. Ça, c'est une trouvaille Adam Brown, ça?
Non, c'est vrai, il a fait un bon travail. Puis Lovitz, c'est un ailier qui a été converti latéral gauche. Puis il fait le travail. Puis dans un monde parfait, il est en remplaçant derrière un bon latéral gauche. Mais pour le moment, il est là, il fait le travail. Il n'est pas si mauvais que ça. Puis il n'était pas si mauvais. Encore une fois, c'est un sorte de bouc émissaire là. Puis moi, je trouve qu'il fait le travail minimum. C'est pas waouh. Dans 3 ans, on va se dire, oh, on a eu Lovitz comme latéral gauche, mais quel club de 1. Mais Non. les choses évoluent, mais les choses ont bien évolué. On aura des meilleurs joueurs dans le futur, on espère. Puis on va se dire, bah, ces gars-là, ils n'étaient pas si bons que ça. Mais en fait, il fait le travail. Il est honnête. Moi, j'aime les joueurs honnêtes qui me donnent. Je sais à quoi m'attendre en termes de bonnes et mauvaises surprises. Donc, je préfère ça. Puis un coach aime ça aussi. Gérer les attentes et gérer les trucs parce que des joueurs comme Vargas, on ne sait jamais ce que ça va donner. Puis c'est frustrant pour un staff. Bon, bah merci tout le monde d'avoir écouté. Merci à tous ceux qui étaient avec nous en direct sur Twitter et aussi YouTube si vous avez trouvé le lien. Et aussi, merci tout le monde sur le podcast. Vous écoutez sur la plateforme de diffusion du Cannes FC, le réseau Cannes Football Club Plus avec une multitude de podcasts. Le journalier Coupe du Monde 2018 d'Étienne Boutillier, Borac Sports and Rock'n'Roll, sur la ligne de Monsieur Foot de Foot, Amel Africa Plus, Le Point Vendano et les autres podcasts qu'on a aussi sur le réseau. Merci encore à La Force du Mal pour être nos sponsors pour le CCPP, podcast du Cannes FC. Et aussi, merci tout le monde d'avoir écouté en direct et en podcast. Nilton, merci encore pour ta collaboration. Ben, merci à toi. Puis là, on va être moins. Là, je viens te rejoindre. Là, à partir d'aujourd'hui, j'ai écouté la Coupe du Monde en étant calme, neutre et en riant. Ah, mais je t'avoue, j'étais très nerveux pour Portugal-Uruguay. J'étais tendu parce que c'était un match très, très tense. Donc, j'étais très, très stressé là, pour toi. Mais c'est différent, écouter la Coupe du Monde quand t'es pas émotivement. Il faut faire attention quand on tweet des choses sur la Coupe du Monde parce qu'il y a des partisans qui lisent ça avec un ton de voix différent de celui que tu as écrit. Tout à fait. Il faut être gentil avec les gens qui ne sont pas contents de leur performance. Comme par exemple Arcadio, quand il écrit pendant l'Argentine, il ne faut pas replyer à Arcadio. Il va être fâché. Il n'a pas envie de te répondre, juste laisse-le. C'est comme moi. C'est comme moi. Quand tu me parles pendant le Portugal, non, ça ne sert à rien. Puis toi, non, pas toi. Désolé. Méchant. C'est dans une prédiction. Fais-moi une prédiction pour la finale. Ben, attends, est-ce que France-Brésil? Non, France-Brésil, c'est une demi-finale. Hein? Ouais, ils sont du même côté du tableau. Là. France. C'est France, c'est automatique, France. Ouais, je pense France, ils vont y aller. Ils vont pas le Brésil en demi-finale. Puis je dis, allez, France-Croatie. C'était pas beau, hein, le match. Je l'ai pas vu parce que je savais qu'il allait être nul. Croatie-Danemark. Je le sentais, donc je l'ai pas vu. J'ai vu qu'ils ont marqué. Mais c'est incroyable. Le côté justement des Croates dans ce tableau-là, tout le monde peut se rendre, puis ça va être une surprise. Quand on favorise de ce côté de tableau, c'est l'Angleterre. Ouais. C'est ça, j'ai mis la Croatie parce qu'ils jouent bien, mais quoi, l'Angleterre peut les taper facilement. Il faut que l'Angleterre passe à travers la Colombie. Ça dure, là, on ne sait jamais. La Colombie sont chauds. Mais l'Angleterre sont vraiment bons. Puis j'espère qu'ils passent, là, parce que c'est des beaux joueurs. J'espère qu'ils passent. Mais la France, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ils ont tout. Mais l'Uruguay, je pense qu'ils peuvent les battre. C'est difficile, mais c'est rough. On verra. Intéressant. Bon, ben. Cool. Merci tout le monde. Allez, à la prochaine et bon long week-end. Ciao tout le monde. Ciao.